BFM Business, l'heure H, la question du jour. La question du jour, Denis Ferrand, elle est toute trouvée. Donc je rappelle que vous êtes directeur général de Rexecode. Est-ce que les chiffres qui viennent de tomber, donc avec la catégorie A, donc qui baisse, mais on est, enfin, ou qui augmente plutôt, mais qui est par rapport au mois d'avril évidemment, qui est bien plus élevé. Et qui est bien moins élevé, pardon, et c'est le A, B, C, où on voit quand même le cours de la vie normale. Bon, il est en train de reprendre, non? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Denis? Oui, alors c'est vrai qu'il faut peut-être revenir un peu sur la méthode. Je ne veux pas faire un cours de méthodologie statistique. S'il vous plaît. On va éviter. Mais en revanche, c'est bien important de savoir de quoi on parle quand on regarde le nombre de demandeurs d'emploi. Vous avez les demandeurs d'emploi qui n'exercent aucune activité pendant le mois d'observation. Ce sont les demandeurs d'emploi de catégorie A. Et vous avez les demandeurs d'emploi qui peuvent exercer une activité partielle. Alors elle peut être de plus de 78 heures et dans ce cas vous êtes une catégorie C, ou de moins de 78 heures pendant le mois et vous êtes dans ce cas une catégorie B. Mais ce qui s'est passé avec le confinement, c'est que des personnes qui pouvaient exercer une activité partielle s'en sont trouvées empêchées. Arrêt de la restauration, arrêt d'activités de commerce, qui sont des activités qui embauchent beaucoup de salariés à temps partiel. Eh bien, la possibilité d'exercer du temps partiel n'existait pas. Donc, des personnes qui étaient en catégorie B et C sont passées pendant le confinement en catégorie A. Avec le déconfinement, il se passe le flux de sens inverse. Les vases communiquent, on passe des catégories A aux catégories B et C parce qu'il y a un petit surcroît d'activité, notamment dans les activités de commerce, et donc des personnes qui étaient jusqu'à présent sans aucune activité reprennent un peu d'activité et donc changent de catégorie. Ce qui compte in fine, c'est de regarder les A plus B plus C. Et donc c'est plus 61 000 demandeurs d'emploi contre 209 000, enfin 210 000 quasiment au mois d'avril. Donc c'est pour ça que je disais, la vie reprend un peu son cours. Juste puisqu'on est un peu dans la méthode, le chômage partiel, lorsqu'il est financé, lorsqu'il rentre dans le cadre du dispositif du gouvernement, il rentre dans quelle catégorie? Il ne rentre pas dans les catégories de demandeurs d'emploi. Ah c'est ça, voilà. Oui, tout à fait. La spécificité du chômage partiel, c'est que vous conservez votre relation de travail. Le contrat de travail n'est pas interrompu. Donc vous êtes considéré comme étant en emploi pendant la période de chômage partiel. D'où l'importance du chômage, de ce dispositif de chômage partiel et de chômage partiel de longue durée. Tout à fait. Est-ce que c'est un chiffre, on voit que donc mai, on rectifie un petit peu le tir par rapport à l'espèce de trou d'air qu'on a connu. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois, Denis Ferrand? Sur juin, on aura encore des chiffres qui seront du même acabit, à savoir qu'on aura à nouveau une diminution de personnes en catégorie A. N'oublions pas que le déconfinement avait commencé au 11 mai. Donc, et on sait avec les chiffres de l'INSEE qu'il y a une montée en puissance, si vous voulez, du déconfinement. L'INSEE rappelait qu'en avril, l'activité était 28% en dessous de la normale. En mai, on était à 22% en dessous de la normale. En juin, on est à 12%. Donc on va encore avoir cet effet, si vous voulez, de reprise progressive de l'activité. Mais il faut regarder les taux de croissance, et là ils sont très positifs, parce qu'on a une reprise d'activité, mais depuis un niveau très bas. Mais à la fin, on est toujours à un niveau inférieur, un niveau d'activité inférieur à celui que l'on avait avant le confinement. On récupère, oui, mais la récupération est encore partielle et donc on aura des demandeurs d'emploi toujours en nombre bien plus élevé. Mais est-ce que vous attendez, quand je disais le calme avant la tempête, est-ce que vous attendez au mois de septembre, enfin la rentrée, où en plus il y aura 700 000 jeunes qui vont débouler sur le marché du travail, plus tous ceux qui ne retrouvent pas un boulot, les plans sociaux, est-ce que vous attendez un dernier trimestre noir? Oui, ça c'est l'étape qui est devant nous. C'est-à-dire que là on a l'étape confinement-déconfinement qui se traduit par des arrêts brutaux et une récupération brutale. Ensuite viendra la question à partir de septembre, à partir, on va dire, de la deuxième partie de l'automne, parce qu'il y a des dispositifs qui donnent encore un peu de souplesse, un peu de temps, mais on a plutôt devant nous l'accélération du chômage, cette fois-ci pour des motifs de perte d'emploi pour des motifs de licenciement. Donc ça, c'est plutôt à venir que cela ne s'est d'ores et déjà produit. Jusqu'à présent, l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi tenait à l'utilisation des outils de la flexibilité sur le marché du travail. Les contrats à temps partiel, les contrats d'intérim, ce sont ces catégories de population qui ont été concernées par l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. À partir de l'automne, ce seront d'autres catégories de salariés qui se trouveront concernés, beaucoup plus ceux qui perdront des emplois qui étaient jusqu'à présent jugés durables. D'accord. Donc on voit bien qu'il y a une vraie évolution. Je recevais il y a quelques semaines Muriel Pénicaud, la ministre de l'Emploi, et je lui disais, vous voyez en fin d'année le chômage à combien? Donc en fait, retour à plus de 10%.
Oui, plus de 10%. Si c'est pas à la fin de l'année, ce serait courant 2021, si vous voulez. Mais en tout cas, plus de 10% probablement. Parce que ce qu'il faut bien regarder, c'est in fine, où est-ce que s'établit le compteur entre ces coups d'accordéon à la baisse extrêmement violents et à la hausse tout aussi violents. Il va falloir s'habituer à avoir des chiffres spectaculaires à la hausse, comme ils l'ont été à la baisse au cours des derniers mois. Mais il faut bien regarder, in fine, où est-ce que l'on arrive. Et on va arriver avec une perte d'activité au niveau global. Donc on aura un niveau d'activité plus faible que celui que l'on aurait dû avoir s'il y avait eu le passage du Covid. Et c'est cette perte d'activité qu'il faudra répartir entre notamment un peu moins d'emplois. Alors si on est dans les chiffres du FMI là, qui ont été publiés, on a largement parlé ce matin sur BFM Business, ils sont quand même récession mondiale à moins 4,9%, 12 500 milliards de pertes cumulées dues au Covid. Est-ce que le FMI broie du noir ou est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres qui font froid dans le dos lorsque vous regardez la question de dette, le Canada à 109%, le Japon à 268%, l'Italie 166%, la récession moins 12,5%. Bref, là on va se mettre la tête sous l'oreiller là. Ils ont pris un peu du noir foncé quand même. D'accord, rassurez-nous. Mais pour prendre simplement, mais c'est de la pure arithmétique. De la pure arithmétique qui montre que en fait, le FMI, si on reste aux 12% que j'évoquais tout à l'heure de l'INSEE estime qu'aujourd'hui on fonctionne à 12%. Imaginons qu'on reste. La Banque de France est à 11, non? Oui. Voilà, 1%, c'est quand même un oui, Et vous êtes à combien avec ces codes? Pour l'instant, nous, sur l'ensemble de l'année, on estime qu'on sera à moins 10,3%. Mais imaginons qu'on reste exactement au même niveau d'activité, c'est-à-dire 12% en dessous de la normale, comme le dit l'INSEE pour le mois de juin. Imaginons qu'on reste comme ça jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, à ce moment-là, la croissance en France, ce sera moins 12,4%. Donc en fait, le FMI n'a pas acté le fait qu'il y a un rebond d'activité qui est là, un rebond qui est partiel, et le FMI ne l'a pas d'ores et déjà vu. C'est un peu le problème de ces grandes structures, c'est que ça met un peu de temps avant de réagir, et quand le FMI a sorti ses prévisions, a préparé ses prévisions, c'était encore dans le moment où il y avait un pilotage de toutes les prévisions à la baisse. Or, il y a eu, on l'a vu, un déconfinement qui a été plutôt plus propice à la restauration, à la récupération d'activité que ce que l'on pouvait bien imaginer. Ça veut dire qu'ils sont un peu loin de tout, en fait. Et parce que c'est vrai que lorsqu'on reçoit ici beaucoup de chefs d'entreprise qui nous expliquent, mais ça reprend, les voitures, les concessions automobiles sont pleines. Donc on voit bien qu'il y a vraiment de l'activité. Il y a même le retour évidemment des embouteillages à Paris, mais il y en a tellement que du coup aujourd'hui c'est le stationnement alterne, la circulation alternée. Donc ça repart, ça redémarre. Oui, il y a bien une récupération, elle est là, mais il y a une partie de ce qui n'a pas été consommé pendant le confinement, de tout ce qui n'a pas été dépensé, qui est en train d'être réintroduit. Mais ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que on a eu des activités qui ont été touchées par ce choc, qui sont des activités pour lesquelles la perte est en grande partie irrécouvrable. Donc on a perdu en fait une proportion importante d'activité, on en récupère un petit peu, mais on va beaucoup plus en perdre de manière permanente que l'on ne va en récupérer. Et donc, in fine, on se retrouvera avec un niveau d'activité plus faible que celui que l'on aurait eu hors Covid à la fin de l'année. Ça d'accord, mais après, c'est où est-ce qu'on met le niveau, quoi. Vous, on est plutôt dans le V chez vous, chez Rexecode, on est plutôt dans le V, dans l'alphabet économique, on est où? Pardon, ça va être hyper techno, mais c'est la racine carrée inversée. En gros, on descend, on remonte, mais on remonte moins haut que là où on est parti, et ensuite, on a quelque chose qui est plutôt plus plat que ce que l'on pouvait avoir auparavant. Donc on a bien cette phase qui est très favorable, qui est celle de la récupération. Ne nous leurrons pas, on a encore devant nous le prix de la crise. Et en gros, on estime qu'on va avoir à la fin de l'année 2021, on aura encore un niveau d'activité qui sera inférieur de 5% par rapport à celui que l'on aurait pu avoir hors Covid. Si vous ne partagez pas le côté noir, enfin trop noir en tout cas, 2020. Pour 2020 du FMI, est-ce que sur cette perte de valeur de 12 500 milliards d'euros d'activité, c'est un chiffre assez colossal. C'est comme si, je crois, j'entendais, c'est comme si la Chine avait arrêté de produire pendant un an. Oui. C'est gigantesque. C'est crédible. Comment est-ce qu'on arrive à des calculs comme ça? Oui, alors le PIB mondial, estimé vraiment à la très grosse louche, c'est 130 000 milliards de dollars. Donc 12 500 milliards, c'est un petit 10%. Donc c'est un peu fort, me semble-t-il, en termes d'estimation.
inflation, mais voilà, c'est ça à peu près les ordres de grandeur. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce que l'on répartit la perte. Et c'est l'autre point que vous évoquiez. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la perte d'activité, elle est compensée en grande partie par de l'endettement public, de l'endettement également d'entreprise. Et donc, c'est la soutenabilité de cet endettement qui est posée. Pour l'instant, il n'y a pas de problème de soutenabilité de cet endettement parce que les taux d'intérêt, on sait à quel niveau ils se situent et surtout, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'ils sont en dessous de la croissance nominale que l'on peut imaginer à long terme. J'en savais quelqu'un, vous connaissez, j'imagine bien, Jean Pisani-Ferry, économiste. Il disait, le niveau d'endettement, c'est pas si important que ça. En revanche, c'est l'activité. Il faut à tout prix maintenir l'activité parce que sinon, on se retrouve dans une situation à l'italienne, c'est-à-dire où l'endettement étouffe quelque part la croissance. Donc il faut à tout prix maintenir l'activité. Vous êtes d'accord avec lui? Tout à fait, mais l'Italie en est le parfait exemple. L'Italie est en fait en situation, depuis 20 ans, l'Italie a dégagé un excédent primaire de ses comptes, de ses comptes publics. C'est-à-dire qu'elle a moins de dépenses qu'elle n'a de recettes avant de payer ses charges d'intérêt. Et donc on pourrait se dire, bien, elle pourrait se désendetter, mais non, parce qu'en fait, sa charge d'intérêt progresse plus vite que ne progresse sa croissance. Le problème de l'Italie n'est pas un problème de finances publiques, c'est un problème de croissance avant tout. Voilà, c'est ça, et c'est toute la difficulté. Tout à fait. Merci beaucoup. Plutôt un petit peu... Allez, moins négatif en conclusion. Moins noir, mais la facture est encore en grande partie à payer, notamment sur l'emploi. Oui, ça, je pense que sur l'emploi, vous avez raison. Merci beaucoup, Denis Ferrand, d'avoir été avec nous, directeur général de Rexecode. Dans un instant, on prend la direction de Nouvelle-Aquitaine, où nous attend l'ancien ministre Matthias Fekl. On parlera de la présidence allemande de l'Europe, et puis aussi peut-être des territoires. Comment est-ce que le plan de relance peut les aider à survivre? À tout de suite. Très bien.